je vous remercie vraiment beaucoup et j'ai réfléchi à ce que j'allais vous raconter. C'est bien parce que vous avez donné un petit peu le cadre général, mais heureusement, vous n'avez probablement pas, et c'est une bonne chose, voulu répondre sur toutes les questions soulevées par cette incroyable histoire. C'est-à-dire qu'on vous raconte qu'un médicament qui a été commercialisé pendant 33 ans a été retiré parce qu'il était responsable de centaines, et même maintenant on le sait, et ça a été publié, de milliers de morts, alors qu'il avait une autorisation de mise sur le marché. Donc c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Alors, je vais parler je comptais parler en deux parties. Je vais vérifier simplement le temps. 16h37, à peu près 1 heure, Daniel, vous m'avez dit. La première chose, c'est que je suis heureuse d'être face à vous parce que je vais pouvoir vous parler tout simplement d'une démarche rationnelle qui m'apparaissait à moi, certes longue, un petit peu quelquefois hors de mes sentiers habituels, mais parfaitement classique et correspondant à ma formation scientifique. Et donc, je vais vous raconter comment cette démarche scientifique s'est déroulée avec ces questionnements usuels de méthodologie, de biais possibles, et finalement de consensus par l'addition de plusieurs éléments tout à fait concordants. Et puis, la deuxième partie va être plus consacrée à ce qui a été pour moi impensable, c'est-à-dire impensable dans ce que j'ai découvert tout au cours de cette démarche scientifique, et ce qui m'est apparu et m'apparaît encore aujourd'hui impensable et intolérable, et qui est le grand laxisme que manifestent beaucoup de hautes autorités sanitaires, scientifiques, vis-à-vis d'un crime industriel absolument hors norme, et ce qui laisse penser qu'une telle transgression pourrait être encore possible. Et hélas, en arrivant dans la rue tout à l'heure et en croisant une manifestation d'antivax, je n'avais certes pas envie de les emmerder, mais plutôt de leur dire que je comprenais leur défiance, mais qu'il fallait tenter, bien sûr, de la surmonter. Et je pensais aussi que la critique ne doit pas s'adresser seulement à ces personnes que l'on peut considérer parfois comme radicalisées, mais qu'elle doit se retourner pour voir du côté des autorités de santé, des autorités qui donnent des injonctions sanitaires, quelle crédibilité accorder à leurs paroles et pourquoi cette parole peut être aussi violemment critiquée. J'ai vu des pancartes « crime d'État ». Oui, mais par exemple, le Mediator, c'est un crime d'État. Alors, la démarche scientifique, tout d'abord. Je suis médecin hospitalier, pneumologue. J'ai été formée à Paris et ensuite j'ai déménagé et j'ai créé à Brest une unité de spécialisation d'une maladie très rare qui s'appelle l'hypertension, non pas celle qu'on prend au bras, mais l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est une maladie qui concerne les vaisseaux du poumon, qui est mortelle à peu près en 2 ans après que le diagnostic ait été posé, et qui est excessivement rare puisqu'elle touche à peu près 1 personne par million d'habitants. Excessivement rare, sauf que lorsque j'avais 27 ans et que j'étais stagiaire interne à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, j'étais dans un service ultra spécialisé, mondialement reconnu pour prendre en charge cette pathologie. Et lorsque je suis arrivée pour débuter mon stage, j'ai découvert des médecins seniors, chefs de service, extrêmement préoccupés, car ils voyaient une véritable épidémie de ces hypertensions artérielles pulmonaires touchées de jeunes femmes, et ils suspectaient qu'il y ait un lien entre ces hypertensions pulmonaires mortelles chez ces jeunes femmes et le fait qu'elles aient consommé quelques mois auparavant un produit coupe-faim commercialisé par les laboratoires Servier dont on a parlé, qui s'appelle l'isoméride. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait ce lien qui était fait? Parce qu'il y avait eu un précédent. Dans les années 70, à l'époque où beaucoup de laboratoires pharmaceutiques
se sont intéressés aux propriétés coupe-faim anorexigènes de l'amphétamine. L'amphétamine, elle a été petit à petit blacklistée en tant que stupéfiant, mais surfer sur des propriétés anorexigènes en rajoutant des produits moléculaires qui modifient la molécule était certainement un sujet d'intérêt pour beaucoup de laboratoires. Et une molécule qui s'appelle l'aminorex avait été commercialisée en Suisse, en Autriche et en Allemagne par le laboratoire Ciba-Geigy en tant qu'anorexigène. Et la Suisse a détecté très vite l'émergence d'une épidémie d'hypertension artérielle pulmonaire. Au lieu des 3-4 cas déclarés annuellement, c'était 20, 30, 50, 500 cas en quelques années. Et en ouvrant les dossiers de ces personnes, toutes avaient en commun d'avoir consommé cet aminorex qui a été retiré du marché. Et on voit les courbes épidémiques qui se normalisent après cette vague. Maintenant, tout le monde voit ce que ça représente d'HTAP mortel. Donc, ça avait beaucoup marqué les spécialistes de cette maladie dont on ne savait pas grand-chose et qu'on ne comprenait pas bien, le lien entre des coupes-faim ayant une action centrale et l'émergence de cette maladie mortelle, à tel point qu'un premier colloque de connaissances scientifiques mondial au sujet de cette pathologie a été mis en place en 1973 à Genève et que ce symposium mondial est renouvelé tous les 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous quittons les années 70 pour arriver aux années 90, donc, lors de ce stage à l'hôpital Antoine Béclair. Et vous voyez pourquoi, par analogie, ces médecins s'inquiétaient à nouveau d'une observation tout à fait inhabituelle d'hypertension artérielle pulmonaire chez les patients ayant consommé à nouveau un coupe-faim dérivé d'amphétamine. Ça n'était plus l'aminorex de Ciba-Geigy, mais l'isoméride du laboratoire Servier. Ça a été ce à quoi j'ai assisté, m'a profondément marqué, parce qu'il y avait un déni absolu du laboratoire, qu'il y avait une vraie fragilité, pusillanimité des autorités de santé qui ont mis des années à légiférer et à commencer à informer sur cette toxicité. Et pire encore, cette molécule a été licenciée par Servier aux États-Unis avec une action de corruption des experts de la Food and Drug Administration pour obtenir cette commercialisation massive, alors même que les premiers travaux importants démontrant le lien entre HTAP et isoméride étaient publiés dans les très grands journaux scientifiques que sont par exemple le New England Journal of Medicine. Et la molécule, en 1996, donc, déferlait aux États-Unis. Et d'une certaine façon, les Américains nous ont sauvé la mise, car 1 an après l'ouverture de ce marché américain, la Mayo Clinic, qui est une institution très renommée, notamment chirurgicale aux États-Unis, publiait, alertait sur l'émergence, cette fois-ci non pas d'HTAP, mais de ces fameuses valvulopathies atteintes des valves cardiaques. Ils opéraient des jeunes femmes obèses qui présentaient des pathologies tout à fait inhabituelles des valves cardiaques, gravissimes. Il fallait amputer ces valves et mettre des prothèses à la place. Et elles avaient en commun d'avoir été exposées à ces dérivés de l'isoméride. Et ça a été le coup d'arrêt en 1997, enfin, de la commercialisation de ces produits de Servier découlant de l'amphétamine qu'on appelait la famille des fenfluramines. Donc, fin de l'histoire. Nous sommes en 1997. Je suis à Brest. Je me félicite bien sûr de ce retrait, mais je vois et j'apprends avec mes patients que cela se passe très mal en termes d'indemnisation en France pour des patientes qui ont tout perdu, soit qui sont décédées, c'est leurs ayants droit qui ont pris le flambeau, soit qui ont été sauvées in extremis par des greffes pulmonaires extrêmement périlleuses et bien sûr qui hypothèquent totalement le restant de leur vie. Et c'était d'autant plus choquant qu'aux États-Unis, il y avait la possibilité de faire des actions collectives, ce qu'on appelle des class actions, qui permettent là c'était plusieurs dizaines de milliers de victimes de ces produits-là, de s'associer en une seule action juridique pour d'une part porter donc et faire reconnaître la faute
d'un laboratoire, avec l'ouverture d'enquêtes pénales, puis, et c'est un petit peu le problème et la fragilité aussi aux États-Unis, là, des accords qui ont été passés avec la firme américaine Wyeth, à qui Servier avait licencié cette molécule, qui éteint les procédures pénales et qui permet, quand il y a des protocoles d'indemnisation jugés à peu près corrects, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ce sont des dizaines de milliards de dollars qui ont été versés à un grand nombre de victimes de l'isoméride, qui s'appelait Redux aux États-Unis, et qui ont mis fin à ces procédures judiciaires. Alors qu'en France, une ou deux victimes, après des années et des années de combats acharnés contre des avocats impitoyables, ont pu obtenir quelques indemnités, là où la majorité ont été, pardonnez-moi de l'expression, carchérisées par ces mêmes cabinets d'avocats et n'ont strictement rien obtenu. Il se trouve qu'en tant que spécialiste de l'hypertension artérielle pulmonaire, et jusqu'à aujourd'hui, je prends encore très régulièrement en charge des patientes qui souffrent d'hypertension artérielle pulmonaire, auxquelles elles ont survécu. La majorité sont décédées aujourd'hui, mais j'ai encore quelques patientes gravement malades qui traînent une existence diminuée du fait de cette toxicité et qui n'ont jamais été indemnisées. Nous sommes en 1997, je suis à Brest, et malgré donc ces questionnements, également des méthodes du laboratoire qui m'ont été rapportées, tout à fait anormales, faites de menaces, d'intimidation autour des scientifiques ou des hauts fonctionnaires ayant œuvré pour le retrait de l'isoméride. Tout ceci, donc, vous voyez, est une trame mentale assez forte que je garde, mais la vie continue et ces médicaments sont retirés du marché. Et je m'occupe, moi, entre autres, de patients donc, souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire, soit liés à la prise de coupe-faim, soit à d'autres causes. Et 10 ans plus tard, en 2007, je rejoins donc ce que vous racontiez, Daniel, je vois une patiente obèse qui souffre d'une hypertension artérielle pulmonaire extrêmement grave et qui est traitée pour un diabète par le médicament Mediator du laboratoire Servier. Et je tique parce que les médecins, collègues de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, m'ont alerté des années auparavant sur le fait qu'ils suspectaient le Mediator antidiabétique d'avoir certains points communs avec l'isoméride, sans que j'en sache beaucoup plus. Mais vous comprenez, d'abord, le mot Mediator est un mot qui est un petit peu inhabituel, et surtout, l'impact de cette histoire dans voilà, mon apprentissage et mes jeunes années avait profondément marqué. Et donc, sur ce mot Mediator, j'ai sursauté et essayé d'en savoir un petit peu plus. Je l'ai fait de deux façons. Quand on a une alerte, c'est le travail d'un médecin en pharmacovigilance, nous sommes tous astreints à faire de la pharmacovigilance. Il faut comprendre quelles sont les connaissances acquises qui permettent d'alimenter cette suspicion. Il faut connaître la composition du médicament mis en cause, par exemple. Et puis, il faut effectivement utiliser les armes méthodologiques successives qui sont à notre disposition. Lorsque nous suspectons un effet toxique d'un médicament mis sur le marché, il n'est pas question de mettre en œuvre, par exemple, une étude prospective, c'est-à-dire de dire on va prendre des gens, on va leur demander de consommer ce médicament, et puis d'autres qui ne vont pas en consommer, et puis on va regarder ce qui se passe dans les années à venir, s'il y a plus de morts d'un côté que de l'autre. Vous imaginez bien les obstacles éthiques majeurs pour une telle démarche. Nous y reviendrons, car le laboratoire Servier n'a pas hésité à le faire, mais pour des raisons mercantiles. Donc, on a d'autres moyens de réfléchir. La première étant tout d'abord l'observation, bien sûr, et cela a été pour moi un moment très important, d'une part sur les hypertensions artérielles pulmonaires, mais surtout très rapidement, et Daniel l'a raconté, sur les valvulopathies. Nous travaillons le poumon et le cœur de manière très proche, car vous savez que ce sont deux organes qui sont très interdépendants. Et mes collègues cardiologues m'ont rapidement alerté sur des cas de valvulopathie pour lesquels ils s'étaient interrogés, connaissant l'alerte Mediator, et découvraient effectivement qu'il y avait des valvulopathies qui ressemblaient à ce qui avait été décrit par les Américains dans les années 2000, 90-2000. Alors, je me suis et c'est très important, naïve de toute connaissance sur ces valvulopathies, intéressée à ces valvulopathies.
je suis allée au bloc opératoire quand ces patients étaient opérés pour que l'on ampute ces valves, et je prenais ces valves dont j'ignorais tout, je les photographiais, je les examinais. Je suis allée dans des salles d'autopsie pour regarder soit des patients décédés de ces pathologies et examiner leur cœur, soit des patients décédés d'une autre cause et qui avaient des cœurs sains pour regarder à quoi ça ressemblait. Soit, voilà, il y avait tout un espèce de travail d'observation que vous connaissez tous, où on met côte à côte et on regarde quels sont les points communs et ce qui peut effectivement renforcer cette similitude et donc un possible lien de causalité. Alors, l'autre question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est qu'était le Mediator? Alors, je vais y revenir un petit peu plus tard. Je continue sur cette démarche. Nous alertons l'Agence du médicament sur ces cas que nous découvrons au fur et à mesure. Je leur expose, ça dure du temps, 2007, 2008, 2009, tous ces cas sont déclarés et on va commencer à exposer ces cas sans rencontrer d'adhésion, au contraire, une grande hostilité de la part de cette agence. Donc, je comprends qu'il va falloir passer à la vitesse supérieure et je m'adresse au Centre d'investigation clinique, qui est le centre névralgique de la recherche clinique, avec notamment des méthodologistes en leur sein qui nous disent un petit peu comment statistiquement se positionner pour renforcer la démonstration. Alors, ça a été tout d'abord ce qu'on appelle l'étude cas témoin. Vous prenez, lorsque vous suspectez un agent d'être à l'origine d'une maladie, peut-être les lymphomes et le glyphosate, ça peut être le Mediator et les valvulopathies, ça peut être les radiations et, nucléaires et des maladies hématologiques. En fait, le moyen d'avancer, c'est de rassembler un certain nombre de patients à l'aveugle de leur exposition qui présentent ce type de pathologie, la maladie que vous suspectez, et de leur... Ce chiffre est moindre statistiquement significatif du côté du groupe témoin, vous pouvez effectivement renforcer, en tout cas, le lien, sans encore démontrer la causalité, mais en tout cas le lien statistique. Alors, c'est ce que nous avons fait très rapidement, et nous avons pu démontrer que chez les personnes qui présentaient ces valvulopathies en réalité inexpliquées, 70% avaient été exposés antérieurement au Mediator, alors que dans une population analogue ne présentant pas cette pathologie, seuls 6% avaient été exposés au Mediator. Donc la différence est absolument énorme, le risque relatif est, si on prend des facteurs d'appariement, etc., pratiquement multiplié par 17 à 20, et ce qui était à peu près un ordre d'idée qui avait été retrouvé pour l'HTAP et l'isoméride dans les années 90. Donc nous avons exposé ces études à l'Agence du médicament. Nous avons également découvert que le laboratoire Servier lui-même menait des études, mais pas celles-ci, des études prospectives, cette fois-ci ce qu'on appelle randomisées, contrôlées, prenant des personnes diabétiques, certaines avec Mediator, d'autres sans Mediator, pour analyser le contrôle du diabète en évitant de regarder tout ce qui concernait la toxicité cardiaque précisément. Mais heureusement, il leur avait été quand même imposé d'avoir quelques contrôles de sécurité au plan cardiaque. Apprenant ceci, nous avons pu obliger le laboratoire Servier à exposer les résultats de cette étude prospective, randomisée, contrôlée, et qui montrait, là encore, une multiplication du risque cardiaque pratiquement par 15. Mais tout ceci ne suffisait pas, et l'Agence du médicament, certes, commençait à se préoccuper, mais sans réellement prendre de décision, et en attendant, on ne sait pas quoi, d'autres études, d'autres certitudes, alors même que je fréquentais les salles d'autopsie pour prendre des clichés de ces valves ravagées par le Mediator à l'hôpital de Brest. Heureusement, j'ai été aidée notamment par une épidémiologiste qui s'appelle Catherine Hill, que vous connaissez certainement, et qui m'a aidée pour le cas témoin et qui m'a mise en contact avec un médecin de la sécurité sociale qui, lui, n'avait pas seulement les bases de données de notre hôpital. J'ai oublié de dire que je m'étais servi des bases de données de notre hôpital pour faire cette étude épidémiologique, mais qui a, lui, les immenses bases de la sécurité sociale et qui sont une source de connaissances exceptionnelle
je pense même dans le monde entier, nous envie ces bases de données, et qui s'est mis en contact avec moi et qui m'a informé qu'il pouvait croiser sur ces immenses bases de données. Il a fait cette étude avec 1 million de diabétiques, il pouvait regarder derrière, parce qu'il avait des archives, une population de 2006 qui avait eu ou non un remboursement de Mediator, et séparait donc une population qui avait eu un remboursement d'une population qui n'avait pas eu de remboursement, et regardait ensuite sur les codages hospitaliers ce qui leur arrivait sur le plan cardiaque en 2007, en 2008, en 2009, et particulièrement dans les services de chirurgie cardiaque. Nous étions en 2009 à ce moment-là. Et il me rappelle très rapidement, il me dit, je vais faire cette étude, je ne vais pas informer mes hiérarchies tout de suite parce que ça va être compliqué. Donc, je le fais et je vous tiens au courant parce que ce que vous me dites m'a l'air très crédible. Et il me rappelle quelques semaines après pour me dire qu'il confirme qu'après quelques années d'exposition, 2 ans, le risque de se retrouver en chirurgie cardiaque est multiplié par 4 chez les personnes ayant eu ne serait-ce qu'une seule boîte de remboursement de Mediator. Donc, il confirme ce signal majeur sur ces très grandes bases de données. Et ça, c'est ce qu'on appelle une étude de cohorte. Et dans les années qui suivent, d'autres cardiologues, équipes de cardiologues, et quelques cardiologues qui vont accepter de se mettre au service de cette question scientifique et de mettre leurs moyens de recherche au service de cette question scientifique, ils ne sont pas nombreux, et on reviendra sur ce sujet-là, font, eux, ce qu'on appelle des études transversales, c'est-à-dire que on a décidé, Xavier Bertrand a décidé d'un dépistage de ces patients après l'éclatement du scandale, ils vont analyser des patients vus en service d'échographie cardiaque avec un certain nombre de valvulopathies et regarder qui a été exposé ou non au Mediator, ce qu'on appelle les études transversales. Et donc, il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel dans cette affaire du Mediator, c'est le consensus scientifique. Toutes les études qui sont proposées, possibles, voire même non éthiques, comme une étude randomisée contrôlée, ont été mises en œuvre pour étudier la toxicité du Mediator, et elles sont toutes totalement concordantes, avec des chiffres cohérents les uns par rapport aux autres, et ce qui est bien évidemment un élément fondamental pour apporter un lien de causalité. Mais ça ne suffit pas, et il y a une chose à connaître qui est la nature du Mediator. Je ne vous ai pas encore dit, c'est quoi le Mediator? Et je ne le savais pas en 2007, au moment où je commence cette enquête. Donc, pardon, si vous avez un tout petit verre d'eau, Daniel, ça sera avec joie, mais je vous laisse étudier la question rationnellement. Et donc, je tenais à vous faire cet exposé parce que moi, ça m'est toujours apparu, cette démarche-là, quelque chose à la fois de correspondant à ma formation scientifique et incontestable, c'est-à-dire publié à chaque fois, j'ai oublié de vous dire, dans des revues scientifiques, avec comité de lecture, c'est-à-dire une démarche scientifique absolument classique de démonstration. Et vous verrez que je n'étais pas au bout de mes surprises ultérieurement. Alors, qu'est-ce que le Mediator? Nous nous sommes tournés en 2008, merci infiniment, nous nous sommes tournés en 2008 vers le laboratoire Servier lui-même, qui connaît mieux que quiconque la nature de son produit, pour leur demander ce qu'était le Mediator, cet antidiabétique, et en quoi il pouvait y avoir une relation moléculaire, chimique, avec l'isoméride. Et donc, qu'est-ce que ce Mediator? Nous posons la question au laboratoire Servier et je reçois un mail que me transmet la responsable de pharmacovigilance et qui m'explique qu'il n'y a strictement aucun lien, aucune ressemblance, que isoméride et Mediator sont des produits radicalement différents, tant en termes de structure chimique que de voie métabolique, que d'effets bénéfiques ou d'effets secondaires. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Ce produit est commercialisé depuis 1976 et bien évidemment, je me dis que je me suis trompée parce que et donc je me dis que je me suis trompée et que voilà, je me suis monté le bourrichon. Sauf que
d'abord dans ce courrier-là. Donc voilà un extrait de la réponse de Servier. Mediator et les fenfluramines isomérides en prennent des voies métaboliques bien distinctes. C'est radicalement différent. Et cette information, elle est signée d'un certain Pierre S., qui est cadre, responsable de l'information Servier, nous sommes en 2008, mais aussi trésorier de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique, qui est la société savante qui rassemble l'ensemble des pharmacologues et des pharmacovigilants en France, universitaires, et qui sont notamment experts au sein de l'Agence du médicament. Alors, je vais de mon côté essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, vous voyez en haut, c'est la molécule de l'amphétamine. Et à droite, l'aminorex, tristement célèbre, dont je vous ai parlé dans les années 70. Et l'accessibilité à ces molécules, je ne l'avais pas. Et je l'ai eu grâce à un papier que la responsable de pharmacovigilance a retrouvé dans ses archives et qui provenait manifestement de l'AFSAPS, de l'Agence du médicament. Et c'était un papier assez incompréhensible, mais à force de le tourner dans tous les sens, j'ai fini par restituer que la molécule de l'isoméride, qui comprend le noyau de l'amphétamine avec 3 fluors, 3 F, donc c'est fenfluramine, parce que c'est avec le fluor. Et vous avez à droite la molécule du médiator, qui a donc une structure parfaitement superposable, avec un petit radical benzoïle, un peu plus lourd, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque lorsque l'on consomme l'isoméride ou le médiator, je finis par comprendre qu'apparaît dans le sang une molécule que je vais finir par identifier qui s'appelle la norfenfluramine. Et là, parce que j'ai fait des recherches sur Internet, sur PubMed, sur des recherches de moteurs scientifiques, et je ne trouvais rien, ou pratiquement rien, quelques très très rares alertes, alors que le médicament était sur le marché depuis plus de 30 ans. Et là, je découvre que dans les années 2000, les Américains ont compris que le poison de l'isoméride s'appelait la norfenfluramine, ce métabolite, si grave qu'en 2007 encore, dans le New England Journal of Medicine, vous aviez un éditorial qui rappelait le rôle toxique de la norfenfluramine en disant « Attention, pour qu'il n'y ait plus de désastre comme celui que nous avons connu aux États-Unis, celui dont je vous ai parlé, qu'on appelle le désastre des fenfen, fenfluramine, phentermine, il faut clairement éviter de prescrire ou de faire des études ou de commercialiser de telles drogues, incluant les dérivés d'amphétamine, donc les fenfluramines. » Et là, vous aviez un magnifique schéma dans le New England qui montrait que ce métabolite, la norfenfluramine, activait des récepteurs sérotoninergiques sur la surface des cellules des valves cardiaques, générant, là vous avez la valve mitrale, qui tient avec des petits haubans extrêmement fins et qui, soumise à l'effet de la norfenfluramine, s'épaissit, devient fibreuse et totalement inefficiente et qui devient en particulier fuyante alors qu'elle devrait être tout à fait étanche dans un sens pour que le sang circule toujours dans la même direction. Et voilà ce que je voyais moi en autopsie. Là, vous avez un cœur humain normal ouvert en deux. Vous avez ici ces cordages très fins que nous avons vus sur le schéma du New England qui correspondent au cordage de la valve mitrale qui comporte 2 feuillets, feuillet 1 et 2 ici, le grand ici, là. Et ce qu'on voit sur ce cœur ouvert en deux, normal, c'est la finesse de ces cordages qui sont des véritables haubans. Et ici, vous voyez le cœur d'une femme, Marie-Claude, qui avait 51 ans, qui est morte d'un arrêt cardiaque hypoxique à domicile, mais qui a été récupérée en mort cérébrale. Et nous avons pu organiser cette autopsie. Et voilà la transformation sous l'effet de la norfenfluramine de ces cordages. Vous voyez, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Et malgré cela, le produit restait inexorablement, si je puis dire, sur le marché, alors même que j'avais présenté ces pièces d'autopsie devant l'agence. Alors, en gros, un désastre annoncé par l'histoire, mais aussi tout simplement par la chimie, c'est-à-dire qu'un poison reconnu
que Servier ne pouvait ignorer puisqu'il s'agissait de son propre produit. Le poison avait été identifié en 2000 et nous sommes en 2009. 300 000 Français, tous les jours, consomment du Mediator. Alors, on obtient difficilement le retrait du Mediator fin 2009 et l'action de ce médecin de la Sécurité sociale a été important. Ça a été l'addition de plusieurs de ces éléments qui ont véritablement contraint l'agence à ce retrait. Alors, il y a plusieurs questions. Ce que vous avez compris là déjà, c'est que derrière cette histoire scientifique, il y a un crime industriel. Lorsque j'ai compris qu'il y avait cette norfenfluramine parfaitement identifiée et que je les comparais au message que Servier m'avait transmis, que je les comparais aussi à des lettres que Servier adressait aux médecins prescripteurs. Les médecins, on a beaucoup mis en cause les médecins prescripteurs, on pourra y revenir rapidement, mais les médecins prescripteurs, des amis autour, médecins généralistes, qui avaient posé la question à Servier en 2008-2009, recevaient des courriers leur disant qu'il n'y avait aucun signal d'intolérance cardiaque ou vasculaire, alors même que les alertes, là, explosaient, avec notamment les notifications du centre de Brest. Donc, j'ai compris effectivement que nous étions dans une affaire de pharmacodélinquance et qu'il fallait que je mette ces éléments précieusement de côté, de désinformation et de mensonges, de tromperie, que cela, probablement, si les choses allaient comme elles devaient aller, se retrouver sur le bureau d'un juge d'instruction. La deuxième chose qui m'avait beaucoup marquée à ce moment-là, c'est que s'est-il passé au niveau de l'Agence du médicament? Alors, le scandale a pu éclater finalement 1 an après le retrait du Mediator, retiré en catimini, parce que je n'ai pas accepté que les victimes du Mediator connaissent le triste sort, c'est-à-dire l'ensevelissement des victimes de l'isoméride, et j'ai pensé qu'il fallait à tout prix faire connaître cette histoire scandaleuse au grand public, notamment pour que la justice et les politiques s'en saisissent. En tant que médecin, je ne peux pas saisir l'article 40, je ne peux pas porter plainte à la place d'un malade, je ne pouvais pas les laisser en première ligne tels qu'ils avaient été traités lors de l'affaire de l'isoméride. Et donc, cette démarche-là, qui correspond effectivement à ce qu'on appelle la démarche de whistleblower, était de faire connaître par un ouvrage grand public l'ensemble de ces éléments scientifiques étayés, référencés. C'est ce que nous avons fait et le livre a été attaqué aussitôt par le laboratoire Servier et censuré en justice, alors même que la nocivité était reconnue au niveau de la Commission européenne. Ça, je peux effectivement montrer ce… Voilà, 4 juin, 7 juin, bam. Et donc l'alerte était enterrée et probablement l'affaire allait faire pchit. Il a fallu, et ça a été l'objet du film La fille de Brest, qu'il y ait l'addition et l'engagement du médecin de la sécurité sociale, d'une interne en pharmacie, d'un député, le député Gérard Bapt, de plusieurs journalistes, de scientifiques qui sont restés à nos côtés pour continuer à argumenter et à valider nos alertes, pour que finalement contraindre l'Agence du médicament à faire le compte des morts, notamment en se tournant à nouveau vers ce médecin, le docteur Alain Veil de la Sécurité sociale, et lui demander de faire le bilan humain de cette commercialisation de 33 ans, qui aboutit à une évaluation d'environ 500 morts après, à court terme, mais probablement largement plus de 2000 morts à long terme, et à chaque fois en choisissant des hypothèses minimales, ce qui est aussi d'ailleurs une démarche scientifique, je crois, tout à fait reconnue. Lorsque le scandale éclate, enfin, parce que l'agence est acculée à dire ce qu'il s'est passé, Xavier Bertrand, qui vient d'être nommé ministre de la Santé et qui s'est vraiment emparé de cette affaire-là avec une grande détermination et surtout une vraie préoccupation à l'égard des victimes. Pardon ? Voilà. Et à ce moment-là, Xavier Bertrand demande à l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, de faire une enquête au moins sur ces dysfonctionnements qui semblent, alors que l'agence déclare avoir tout fait comme il le fallait. Et cela aboutit à, je résume, la mise en évidence de conflits d'intérêts majeurs au sein de cette agence,
concernant à la fois les experts œuvrant au sein de cette agence externe, mais également la structure interne de l'agence, à commencer par un de ses grands directeurs, qui a été condamné depuis, le professeur Jean-Michel Alexandre, et qui avait des liens majeurs avec l'entreprise Servier, à tel point même que j'ai pu déclarer, sans me faire attaquer en diffamation, que le véritable patron de cette agence, c'était Jacques Servier. Ça, c'est la première chose, c'est cette trahison de l'agence, et il faudra y revenir parce que je pense que nous avons là des germes du conspirationnisme aujourd'hui. Autre chose, comment une telle affaire a pu passer? Vous avez vu ces lésions cardiaques, elles ont concerné des milliers et des milliers de personnes pendant plus de 30 ans, opérées par des chirurgiens, vues par des cardiologues, et qui sont quand même de nos gloires médicales en France. Notamment, je pense à la cardiologie et à la chirurgie cardiaque. Et ça, c'est une question qui m'a très vite percutée en me disant pourquoi moi, une simple pneumologue, je vois quelque chose que mes collègues très compétents ne voient pas. Et l'explication, elle est passionnante. Tout d'abord, je l'ai eue parce que j'ai un jour, donc, dans cette démarche d'investigation qui a duré 3 ans, je commençais à comprendre comment les échographies cardiaques décrivaient ces valves, et je partageais ça avec mes collègues cardiologues. Et je lui disais, tu vois, j'ai encore une patiente, là, regarde le Mediator, regarde ces valves, comment elles se comportent, le mouvement des valves, etc. Et puis là, il regarde et il me dit, non, mais Irène, là, ce que tu me dis, ce n'est pas le Mediator, c'est ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu. Et lorsqu'il me dit ça, il y a un petit eureka, si vous voulez, c'est-à-dire tout à coup, je comprends, et depuis, ça a été totalement vérifié, qu'il y a une confusion. En gros, avant-guerre, une des causes de mortalité qui faisait frémir les jeunes parents, c'était le rhumatisme articulaire aigu, qui sont des infections à streptocoque, soit angine, soit scarlatine, et qui peuvent se compliquer de réactions immunitaires qui attaquent d'abord les articulations. Les enfants sont cloués au lit avec des douleurs terribles pendant des semaines, mais surtout, ça lèche les articulations, mais ça mord le cœur. C'est-à-dire, dans un cas sur 2, cette réaction immunitaire s'attaque au cœur et provoque de dramatiques valvulopathies qui aboutissent au décès précoce, jeune, de ces enfants touchés. À tel point que ces rhumatismes articulaires ont fait la gloire de la chirurgie cardiaque française, qui a inventé des valves susceptibles de remplacer, de sauver la vie avec des opérations très risquées, à cœur ouvert, pour remplacer ces valves abîmées par le rhumatisme par des prothèses et permettant une survie auprès de très nombreuses complications. Et je me dis, s'il me dit que c'est typique des valves rhumatismales, je réfléchis. Après-guerre, avec l'arrivée des antibiotiques, ces valves rhumatismales ont disparu progressivement pour devenir même, dans les pays développés, parce que ça sévit encore dans les pays sous-développés, dans les pays comme l'Europe de l'Ouest, le rhumatisme articulaire a totalement disparu. Ça ne sont plus que des maladies importées, si je puis dire, par éventuellement l'immigration. Et les produits de Servier, Isoméride, Pondéral, puis Mediator, ont été introduits dans les années 60 au niveau européen, notamment au niveau français. Et je me dis, on a donc le rhumatisme articulaire qui commence à disparaître, et puis insensiblement, les valvulopathies qui apparaissent. Et est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu une confusion, d'autant plus qu'à l'époque se développe une méthode d'exploration qui est l'échographie cardiaque, qui va prendre un grand essor à partir des années 80-90. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ont décrit les médecins cardiaques, les cardiologues, avec leurs échographies, et comment ont-ils classé ces différentes valvulopathies? Donc, je fonce dans les livres d'histoire, c'est-à-dire les livres d'échographie de mon collègue dans son bureau, en fonction des années. Je prends des vieux puis des manuels récents, j'ouvre tout ça et je découvre qu'effectivement, on a décrit de vraies valvulopathies rhumatismales après-guerre, qu'on a commencé à les décrire avec des échographies cardiaques. Elles étaient responsables de rétrécissement en particulier des valves très importantes avec des obstacles majeurs, ce qu'on appelait la maladie mitrale. Et petit à petit, je vois qu'il y a un autre chapitre
qui développent une forme particulière, atypique, de ces valvulopathies, sous forme de fuite valvulaire, et qui n'a pas les caractéristiques habituelles des valvulopathies rhumatismales, qui arrivent plus tard. Je regarde les photos, je dis, bon sang, mais c'est bien sûr, ce sont des valvulopathies médicamenteuses, mais elles sont classées à tort comme une variante des valvulopathies rhumatismales, alors même que le rhumatisme a totalement disparu. Donc, il y a quelque chose de dissonant qui s'installe et dont j'ai pu après discuter avec certains cardiologues. Donc ça, c'est ce petit schéma-là qui a été vérifié. Ça fait l'objet de plusieurs thèses où on voit ce croisement étiologique qui n'a pas permis, si vous voulez, qui est en partie seulement, responsable d'une gigantesque erreur diagnostique à l'échelon collectif pendant plus de 30 ans, puisque 5 millions de Français ont consommé du Mediator, ou pas près 7 de l'isoméride, ça fait 10 millions de Français exposés à la norfenfluramine, qui provoque dans 15% des cas l'apparition d'une valvulopathie. Donc, ce sont des centaines de milliers de cas de valvulopathie de toute gravité qui sont passés à l'as parce qu'elles étaient systématiquement confondues, soit avec le rhumatisme articulaire aigu, soit avec le fait qu'on pensait que techniquement, on voyait mieux des petites fuites qu'on ne voyait pas auparavant. C'est-à-dire qu'il y avait aussi l'amélioration du dépistage qui faisait finalement que ces fuites devaient faire partie de l'état normal de ces patients, alors que ça n'est pas le cas. Donc, une véritable modification de l'épidémiologie, si vous voulez, de ces pathologies. Et l'autre chose qui est très importante, donc l'affaire éclate, et je me dis, les cardiologues vont être contents de savoir que il y a au moins une question qui doit commencer un peu les titiller, parce que ces valvulopathies graves, quand même, le rhumatisme articulaire aigu, on ne le trouve plus dans les antécédents. Et les cardiologues avaient remplacé ça par des succédanés de rhumatisme pour rester dans leur schéma un peu dogmatique, des angines à répétition, un effet retardé malgré les antibiotiques, des tas de théories fumeuses qui, en réalité, ne fonctionnent pas. Et donc, je me suis dit, ils vont être contents de savoir qu'au moins, il y a une question qui est réglée, etc. Et pas du tout. Au moment où l'affaire éclate, avec tous ces éléments scientifiques publiés, c'est la rébellion chez les cardiologues. Et je vois fleurir partout des déclarations. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une affaire médiatique. Ça n'est pas à une pneumologue de nous apprendre notre métier. Ces valvulopathies au Mediator n'existent pas, etc., etc. Et je suis absolument sidérée. Heureusement, quelques cardiologues un peu plus bousculés, et au fil des années, ont commencé à se poser des questions, à interroger leurs patients, puis à faire des études qui ont complètement confirmé à chaque fois. Vous savez, quand une chose est vraie, elle est vraie. Quand 2 plus 2 font 4, ça fait 4. Voilà. Mais il y a eu cette espèce de recul et de déni, de dissonance cognitive majeure, et que j'ai commencé à comprendre en même temps que nous faisions ces thèses et ces études un peu historiques sur l'histoire du rhumatisme articulaire aigu. Et nous découvrions que finalement, la médecine, on dit que c'est à la fois de la science et à la fois de l'art. Et l'art, il est géré un peu par des écoles de pensée, par des maîtres, par des mandarins. C'est-à-dire qu'il y a des écoles de pensée scientifico-médicales qui s'appuient aussi beaucoup sur les arguments d'autorité, qui sont infiniment respectés. Et que donc un enseignement universitaire devient vérité intangible. Et en particulier, dans le cas des valvulopathies, la grande société française de valvulopathie décrivait des aspects de fusion, enfin je vous passe les détails, comme étant caractéristiques du rhumatisme articulaire aigu. Ça ne pouvait pas être autre chose. Et pour certains de mes cardiologues, de mes collègues cardiologues qui ont fait la bascule, si vous voulez, de ce changement de paradigme radical, certains m'ont dit, mais pour nous, ça a été la révolution copernicienne. C'est-à-dire que c'était impensable ce que vous nous disiez, impensable, et pourtant vrai. Alors, ça, c'est quelque chose qui est indépendant de toute forfaiture. Je pense que c'est l'histoire des sciences, parce que c'est quelque chose qui s'est régulièrement renouvelé et qui aide à comprendre aussi qu'il puisse y avoir des grandes erreurs et des aveuglements collectifs. Mais pas seulement.
Et là, nous arrivons dans quelque chose qui gratte beaucoup plus, malheureusement, et qui revient aux crispations sociétales, je pense, d'aujourd'hui, qui sont une absence le fait de ne pas accepter ce regard rétrospectif critique, portant à la fois sur effectivement une erreur diagnostique, un aveuglement, une confusion, voilà, mais aussi le fait que les liens d'intérêt, les conflits d'intérêts majeurs avaient pu jouer un rôle très important permettant le maintien, malgré les alertes, de ce produit sur le marché. Au niveau de l'agence du médicament, l'agence avait ces connaissances-là, Servier à leurrer les prescripteurs, à leurrer les cardiologues, mais il a leurré les patients eux-mêmes, bien sûr, ça ne figurait dans aucune notice, mais l'agence du médicament était au courant et tout au long du procès pénal qui s'est tenu, tout au long aussi d'ailleurs du rapport de l'UGAS, on a pu voir que tout a été fait pour que le gendarme, à tous les moments, regarde ailleurs, alors qu'il y avait des liens financiers, souvent occultes, mais parfois parfaitement assumés, de consultances multiples entre ce laboratoire et de nombreux agents et cadres de l'agence du médicament. Et pour cela, incapable d'exercer son rôle de gendarme, l'agence a été condamnée définitivement, puisqu'elle a plaidé coupable, en tout cas ses responsables actuels, elle a été condamnée pour blessure et homicide involontaire par négligence. En ce qui concerne ensuite la suite de l'affaire du Mediator, ma deuxième immense surprise a été de voir fleurir petit à petit, après ces protestations, ces dénégations, en partie liées à la dissonance cognitive, mais aussi au fait que Servier était le principal et reste le principal sponsor financier de la cardiologie française, comme il l'avait pu être d'ailleurs pour les pneumologues français des années auparavant, et qu'il n'était pas question de critiquer celui qui nous nourrit. Et petit à petit, j'ai vu fleurir, je vous ai dit, des tribunes et même des livres contestant contestant l'affaire du Mediator, contestant le nombre de morts, disant le Mediator, ce n'est pas vrai, ce n'est pas tous ces morts, rien n'est prouvé. Alors, je vais vous en montrer quelques exemples. Je pense que c'est important parce que on touche à quelque chose qui est profondément déplaisant. Il y a une législation, je donne quelques très rares exemples, mais ils sont multiples. Il y a une législation en 2006 pour commencer à protéger les lanceurs d'alerte. Et j'ai vu paraître dans ce qui s'appelle le JIM, le Journal international de médecine, qui est financé par l'industrie pharmaceutique et qui était constamment critique vis-à-vis de cette affaire, en parlant toujours de scandale médiatique, une tribune d'un grand professeur de médecine, académicien, ancien membre du Conseil national d'éthique, et à l'instigation des grandes lois de protection sur l'expérimentation humaine, le professeur Claude Huriet, déclarait que c'est critiquer cette loi en disant « mais regardez, les nombres de décès imputables au Mediator est hors de proportion avec l'annonce faite en son temps par le lanceur d'alerte. Avant que ce nouveau droit entre en application, il faut souhaiter que la Commission nationale de déontologie, etc., définissent les critères qui font de la recevabilité d'une alerte, soit prévenue des risques d'assister à des débordements confondant l'alerte et la délation. » Donc, très clairement, ce professeur académicien considère que l'affaire du Mediator pratiquement n'existe pas et qu'il s'agit d'une intolérable délation. Nous sommes en 2006, tous les articles ont été publiés, notamment celui de l'évaluation des morts par des chercheurs de l'INSERM au niveau international et qui a reçu déjà un grand prix pour ce travail. Et d'autre part, l'enquête scientifique demandée par les juges d'instruction, par 3 experts scientifiques, des milliers de pages rendues, conclut exactement à la validité de ce calcul. Mais je vous dirai un petit mot, comment est-ce qu'on peut manipuler des chiffres pour raconter
n'importe quoi dans le sens qui vous arrange, et en l'occurrence là, la défense d'un industriel criminel avec qui ce professeur Claude Hurier, pour ne citer que lui, mais ils sont très nombreux, c'est malheureusement un exemple qui a été une tribune publique, donc je peux tout à fait l'évoquer, avait des liens très importants avec Servine quand il dirigeait l'Institut Curie. J'ai assisté avec un grand intérêt aux conférences qui ont été données en 2020 par Didier Fassin au Collège de France et qui évoquent le conspirationnisme en ces termes. On peut donc parler de véritable conspiration conduite par des capitaines d'industrie sans scrupules, des politiciens corrompus, je pourrais en dire un mot, et des chercheurs vénaux dont les actes ne sont pas seulement des violations de la loi, mais aussi des pratiques criminelles, puisqu'ils mettent cyniquement en jeu la vie d'individus. Ils font donc nommer ces actes pour ce qu'ils sont, d'authentiques complots portant atteinte à la santé publique. Vous pensez bien effectivement que cela fait tout à fait écho à cette expérience du Mediator et notamment les années qui ont suivi la révélation du scandale. Comment est-ce qu'on peut manipuler les chiffres? Je vous en donne un tout petit exemple. Et sur quoi se sont appuyés ces grands professeurs de médecine? Ils ont été nombreux dans des livres ou dans des tribunes. Récemment, j'ai publié une tribune dans Le Monde pour dénoncer l'attitude du professeur Valencien qui devait faire partie de la commission de la vérité du sociologue Gérald Bronner, alors même qu'il avait également publié sans arrêt des contestations violentes du nombre de morts liés au Mediator. Comment est-ce qu'on peut manipuler ces chiffres au nom de la défense des intérêts industriels pour ne pas, au nom du non tous pourris, etc., en gros pour garder très à distance ce genre de drame et de véritables crimes industriels? Eh bien là, tout simplement, en confondant ce qu'on appelle la mortalité imputable et la mortalité attribuable. Je m'explique en deux mots. Vous imaginez un ferry qui va traverser la Méditerranée et qui a embarqué à peu près 500 personnes à son bord. Et ce ferry coule au milieu de la Méditerranée, les secours arrivent. Ils recueillent 200 survivants. Et ils ramassent quelques corps échoués ici et là, noyés, qu'ils arrivent à mettre en lien avec ce naufrage dramatique et dont ils arrivent à identifier l'identité pour ces quelques cadavres. Et vous avez là, donc, d'une part, ce qu'on appelle la mortalité imputable, ce qui sera une dizaine de morts, par exemple, c'est-à-dire ces 10 corps relevés et identifiés, et ce qu'on appelle la mortalité, ça c'est imputable, et la mortalité attribuable, qui est déductive, il faut disposer de quelques éléments de données. Environ 500 personnes ont embarqué, 200 personnes ont été sauvées. On peut imaginer que les 300 environ personnes sont au fond de l'eau, parce qu'on n'imagine pas qu'il y ait un pays imaginaire qui les ait, hélas, accueillis ailleurs. Donc, c'est mortalité attribuable, 300 morts, mortalité imputable, 10 décès. Et c'est exactement là-dessus qu'ont joué un certain nombre de défenseurs de Servier pour semer le doute, ce que j'appelle les marchands de doute, par exemple, sur ce chiffrage. Alors, ça pourrait être simplement une querelle de chiffres, mais ça va bien plus loin, parce que lorsque l'on jette comme ça le doute et qu'on met en cause la crédibilité de telles alertes, ceux qui vont prendre cette suspicion et ce déni de plein fouet, ce sont les victimes elles-mêmes. Et ça a été, hélas, le cas des victimes du Mediator, qui se sont retrouvées face à des médecins qui ne les croyaient pas, à des cardiologues qui ne voulaient pas les prendre en charge, à des experts qui niaient le lien de causalité entre leur pathologie et la prise du Mediator. Et il a fallu se battre des années et des années pour qu'il y ait un renversement progressif de cette attitude profondément hostile et mettre en évidence cette épidémie silencieuse, comme le qualifie par exemple Didier Fassin à propos du saturnisme ou de multiples exemples de ce type-là qui existent, mettre à jour ces personnes invisibles ou invisibilisées, cette épidémie silencieuse dont personne ne voulait entendre parler pour que le monde continue comme avant, notamment avec ce système de liens d'intérêt qui sont une véritable norme
au sein du monde médical. Cette prise en compte de la possibilité de transgression. Bien sûr que tous les industriels ne sont pas criminels, mais on aura confiance dans ce qu'ils font, dans ce que nous faisons, lorsque nous aurons la certitude que nous sommes capables de voir avec lucidité les transgressions, de les qualifier sur le plan pénal ou autre, de les mettre de côté, de les écarter. Et c'est la visibilité et la possibilité de punir, de voir et de punir cette criminalité à col blanc qui est probablement un objectif majeur si nous voulons que notre parole de scientifique redevienne crédible aux yeux de l'opinion générale. Je l'ai exprimé dans un article qui est paru dans la revue trimestrielle Zadig, qui est actuellement en vente. Je ne fais pas de la pub, c'est pour ça, mais j'ai beaucoup travaillé avec un criminologue qui m'a éclairé depuis 2011 sur les mécanismes qui sous-tendent la criminalité à col blanc et qui n'est pas seulement donc le fait d'un individu, mais de véritables organisations criminelles au sein de l'entreprise, mais également avec la mise en place de véritables conspirations, comme nous avons pu l'évoquer. Donc, je termine simplement en vous disant que tout ceci n'aurait bien sûr pas beaucoup, ou serait juste intéressant, voilà, en termes intellectuels, s'il n'y avait pas bien sûr derrière la réalité humaine que je vous présente. Ce sont les cicatrices et des personnes qui ont toutes été opérées à cœur ouvert. Voilà, je vous remercie.